À tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté de modifier un peu l'horaire, puisque j'étais prévue à 9 heures ce matin. Je suis au Québec et donc ça voulait dire 3 heures du matin. Donc j'arrive en fin de session et de journée. Ça me permettra peut-être aussi de prendre ici un point de vue beaucoup plus global quand j'entends les interventions. C'est attendu, c'est de la didactique. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est, on va dire, plutôt nanographique. Que si quand je vais vous parler de micro, ce sera plutôt l'établissement scolaire. Et je vais vous emmener sur des éléments qui sont à la fois organisationnels et institutionnels. Et en entendant les communications précédentes, pour moi, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que l'organisation, c'est la manière de diviser les tâches et les coordonnées dans une organisation. Dans le langage courant, on confond les deux termes. L'institution, c'est l'ensemble des conventions, des normes qui sont institutionnalisées dans un système social. Vous avez la justice, la famille avec un grand F, l'école, avec sa forme, avec ses conventions, ses attentes. Et je pense que c'est une question qui me semble importante de soulever au moment où on veut, comme pour l'équipe de Namur, que je salue particulièrement, on veut propager, diffuser, étendre des pratiques qui sont acquises localement. Donc, c'était bien les conclusions de l'équipe de Namur, c'est bien là qu'elle défie. Et c'est sur cet élément-là que je vais vous amener en disant, ben, on ne va pas diffuser, j'ai utilisé le mot propager parce que ça suppose une réappropriation par les individus, les collectifs et les organisations. Donc, et pour cette communication en particulier, parmi l'ensemble des facteurs, on va dire organisationnels et institutionnels qui peuvent jouer dans cette propagation, dans cette appropriation de pratiques, l'idée est de souligner ici un élément qui est plutôt affectif, émotionnel, qui est souvent, on va dire, négligé par la littérature, qui pense souvent les réformes et l'appropriation, enfin la diffusion des pratiques plutôt d'une manière rationnelle et mécanique. Voilà, c'est sur ces éléments que je vais vous emmener. Je vais partir d'un projet qui s'appelle Décollage. Donc, ce projet, mais je suis belge à l'origine. Mes collègues belges le connaissent sans doute. C'est un projet qui a été mené au cours de 2 ministères et qui visait notamment à réduire le taux de maintien, de redoublement, l'orientation précoce des élèves vers des enseignements spécialisés, donc un peu un système de relégation que l'équipe de Namur a aussi soulevé. Donc c'est une problématique, 60% des élèves en 5e secondaire ont redoublé au moins une fois. Je crois qu'on arrive à 65 si on regarde la fin du secondaire. Mais déjà en maternelle, il y avait en 2011 4 à 5% des élèves de 3e maternelle, grande section en France, maintenus. On utilisait ce petit mot un peu plus politiquement correct pour ne pas dire redoublement, mais maintenus alors qu'il n'y avait pas d'obligation scolaire. Donc il y a des croyances et des pratiques très ancrées au niveau institutionnel, donc dans les conventions, que redoubler, c'est bon pour l'enfant, pour acquérir des bases, ou parce que dans l'enseignement primaire, il va être perdu et qu'effectivement, il va souffrir. Donc voilà, on est dans un modèle, pas d'inclusion au sens de Nathalie Mons, mais un modèle plus de la séparation. Donc culturellement, le système éducatif est plutôt un système qui sépare les élèves, qui sélectionne et qui sépare, donc qui les classe très tôt dans le cursus. Donc l'idée du projet de décollage, c'était dès la maternelle, donc c'était un projet qui était voué à s'étendre sur l'ensemble de la scolarité obligatoire, mais en commençant par les petites classes, de faire adopter aux enseignants et aux enseignantes une posture, une culture, de développer des pratiques qui sont plutôt favorables aux apprentissages, en tout cas alternatives au maintien au redoublement, parce que quand ça ne va pas, le réflexe, c'est on retient l'élève, alors qu'il y a d'autres manières de faire qui permettent à la fois d'avancer, mais aussi d'améliorer ses apprentissages.
Donc, un autre principe, c'était de partir sur ce qui est déjà là, donc les acquis des élèves, plutôt que de sanctionner ce qu'il manque ou ce qu'il ne peut pas faire. C'est aussi de favoriser l'hétérogénéité classe et l'inclusion au sens, ici je pense large, on n'est pas spécifiquement dans les besoins spécifiques ou des handicaps, mais toute différence entre les élèves. Et c'était de renforcer aussi le pouvoir agir des enseignants qui souvent voyaient ça comme un échec pour eux-mêmes aussi, et aussi un sentiment de ne pas pouvoir agir. Voilà, c'est comme ça, il y a l'échec, on ne sait rien faire. Donc, les pilotes de ce projet, qui au départ est une ministre, mais aussi avec une chercheure qui est passée à l'administration, qui a étudié de manière ample cette problématique, c'était adopter une perspective systémique avec des acteurs différents types d'actions, mais aussi en mobilisant un ensemble de ressources, puisqu'il y a dans le système éducatif à la fois des outils, des instruments, des pratiques qui sont été identifiés, hein, notamment tout ce que la didactique peut donner, ce qui a été partagé ici ces 2 journées. Cela existe, on sait comment faire, mais peu l'utilisent. Et souvent, ça reste dans les armoires. Alors, avec un principe qu'on ne décrète pas le changement, excusez-moi, j'ai écrit 2 fois, le changement ne se décrète pas, j'ai écrit 2 fois le changement. L'idée, c'est de ne pas faire de décret, mais plutôt d'agir à plusieurs niveaux et sous différentes formes. Et on retrouvera, j'écoutais attentivement l'équipe de Namur, aussi des éléments qui ont été discutés. Donc, c'est à la fois sensibiliser, former, informer les enseignants, les directions, les personnes intermédiaires, les formateurs, les conseillers pédagogiques, d'un ensemble de données, de recherche notamment, et différents outils d'information. C'est outillé, donc c'est d'aller rechercher ce qu'il existe, excusez-moi pour le son, c'est d'aller rechercher ce qu'il existe dans le système éducatif comme piste didactique, comme élément, et de pouvoir les divulguer. Et en particulier, ici, dans le cadre de décollage, il y a eu 2 recherches d'accompagnement de petites classes de 2 universités différentes, de manière à développer des outils qu'on a appelés un kit décollage, et notamment travailler par le jeu. Il y a aussi des actions qui étaient plutôt d'accompagnement des équipes éducatives, notamment à travers les conseils pédagogiques des réseaux. Donc en Belgique, il y a des réseaux différents. C'est un peu au niveau organisationnel, des instances intermédiaires qui régulent d'une certaine manière les établissements scolaires. Et il y avait à l'administration une cellule qu'on appelait décollage qui répondait aux directions et aux enseignants intéressés. Il y avait aussi des actions d'évaluation. Donc, moi, j'étais notamment avec une équipe de l'UCL engagée à évaluer l'ensemble du système, enfin en tout cas de ce projet au niveau organisationnel et institutionnel. Et c'est en partie sur ces données-là que je me base aujourd'hui. C'est de 2014, mais pour cette communication, ne vous en faites pas, j'ai été plus loin de manière longitudinale et j'ai recueilli des données jusqu'en 2018. Il y a 4 grands axes dans ce projet. Donc, c'est le travail de classe d'abord, avec, selon les projets des équipes, leurs affinités, travailler sur l'enseignement, sur la différenciation, que ce soit en mathématiques, enfin pré-mathématiques, on est en maternelle, au langage, d'autres fonctions. On a travaillé notamment sur les fonctions exécutives. Voilà, différentes équipes ont fait différentes recherches à mener jusqu'aux équipes intéressées les éléments adaptés. Un travail aussi sur les organisations de la classe, notamment de co-développement, de co-enseignement, de classes d'élèves qui montent avec leurs enseignants, etc., de looping, on appelle ça ici. Également aussi de travailler l'observation, mais plutôt dans un sens diagnostique, de manière à poser les bons gestes. Bon, je vais aller plus vite là, mais il y a un travail beaucoup sur la confiance, sentiment de compétence de l'élève, dans le travail sur les rapports à l'école, le travail du sentiment de compétence des enseignants. Il y avait aussi tout un travail au niveau des relations famille-école,
Du climat, on a entendu la culture de collaboration des écoles. C'est un travail qui a été réalisé, notamment parce que souvent il manque on va dire, de confiance là. Les enseignants ont toujours une peur du regard de l'autre, ce qui a été un facteur mis en évidence notamment par la recherche. Si les élèves parfois sont retenus dans leur classe, c'est parce que les enseignants ont peur du regard de leurs collègues sur leur travail. Comment on va laisser passer un enfant qui n'a pas les bases? Ou au contraire, je ne vais pas l'envoyer chez lui ou chez elle, il ne s'en sortira pas. Donc voilà, c'est tout un travail qui a été mis en place là. Le travail de collaboration, autant interne aux établissements scolaires qu'en, si j'utilise partenariat, on pourrait parler de communauté de pratique, d'échanges entre écoles, des ateliers, aller voir ce que font les autres, etc. En équipe éducative élargie, c'est-à-dire en associant aussi les centres psycho-médico-sociaux, donc les professionnels qui jouent, enfin qui agissent autour de l'élève. Donc c'était de remettre ensemble tous les acteurs éducatifs autour de l'élève, dont les parents, les spécialistes, on pourrait appeler ça comme ça, les éducateurs, les personnels enseignants. Et enfin, travailler sur le changement et l'accompagnement du changement. Et donc là, il s'est révélé un facteur important, c'est la fonction de la direction de l'école dans un leadership pédagogique qu'il doit prendre. Donc ce projet est aussi évalué parce qu'il s'est placé dans un projet plus global au niveau de l'OCDE et une petite équipe qui s'appelle ILE, donc Innovation Learning Environment, qui est d'étudier des environnements pédagogiques innovants dans différents pays. Ça permettait aussi d'échanger au niveau du système avec d'autres. Donc, on voit bien que la collaboration et ces différents éléments, ils se retrouvent au niveau micro. Alors, micro pour moi ici, c'est l'école, donc une équipe d'enseignants, des enseignants de 2,5-8 ans. Donc, on cherchait à faire du maternel début primaire, les centres psychomédico-sociaux et la direction au moins. Ça pouvait être plus. Ça, c'est ce qu'on va appeler le micro. Au méso, c'était d'associer là les acteurs de l'inspection, de la formation des enseignants continus et initiales, les conseillers pédagogiques, l'administration, qui peuvent être aussi des freins à cette propagation d'innovation. Et au niveau macro, c'est d'associer les différents cabinets ministériels. Je ne vais pas faire ici un résumé de l'organisation politique belge, mais en général, on dit que si vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. C'est assez complexe. Donc, il y a plusieurs cabinets ministériels qui agissent au niveau de l'enseignement, de l'administration, aussi les acteurs représentants, comme les syndicats, les représentants des parents, la Fondation Roi Baudouin, qui est une fondation très active dans l'enseignement. Donc, l'idée, c'est d'avoir, là, on voit bien un élément systémique, avec deux instances, la copilote coopère, qui rassemble ces acteurs autour de la table, copilote plus on va dire des hauts représentants avec des jeux là plus politiques, coopèrent des personnes plus intermédiaires dans le système, des conseillers pédagogiques plus à même de relayer l'information avec le terrain. C'est pour faire court. Donc ça, c'est un document qui arrive en 2016 quand je suis là au ministère. Donc j'ai une double facette, là, un peu chercheur et puis là, acteur. Mais pour expliquer, pour clarifier un peu le projet et comment il fonctionne, l'idée, c'était de travailler sur 3 types d'actions. C'est orienter les pratiques pédagogiques en sensibilisant, en outillant, en formant, en informant, en accompagnant les gens, de mutualiser, donc à la fois de collaborer, mais aussi de partager, ce qui suppose davantage à la fois plus externe et plus approfondi que simplement une collaboration locale, et d'évaluer. Alors, évaluer, mais évaluer surtout pour valoriser, évaluer pour rendre visibles les actions qui se font et évaluer pour ajuster les actions. Et ces 3 types d'actions, en fait, l'idée, c'est de les activer à 3 niveaux. Donc, les équipes locales dans les écoles, autour d'une direction, équipe locale élargie. Au niveau intermédiaire, ce qu'on appelle les relais intermédiaires, donc les formateurs, conseillers pédagogiques, l'administration, l'inspection qui souvent a un effet malgré elle de frein aux innovations. Parce que quand il y a une innovation, ils sont intéressés, ils vont voir et du coup, les équipes, elles stoppent, elles ont peur. Donc c'est en effet, l'inspection là a une action plutôt de retrait, mais retrait volontaire pour laisser aller les actions.
les réseaux d'enseignement également. Et puis au niveau macro, donc avec un pilotage qui se veut participatif. Et donc, orienter, mutualiser, évaluer, c'est pour les 3 niveaux d'action que ça se répète. Notre hypothèse, c'est que elle se base sur un ensemble de constats qui fait que on remarque que dans les systèmes éducatifs sont quasi, on va dire, imperméables aux réformes et surtout aux réformes qui touchent le cœur de la classe. L'idée est ça s'explique au niveau organisationnel. Pourquoi? Parce qu'on est dans une organisation, une division de tâches qui est à la fois, les auteurs vont parler de bureaucratique et professionnel. Alors, de manière synthétique, bureaucratique, on a une très grande formalisation des faits, on a un découpage important du temps et de l'espace, en classe, des horaires, des décrets, enfin, une documentation importante pour régler, on va dire, l'activité enseignante, mais également une logique professionnelle, c'est-à-dire une logique dans laquelle les enseignants travaillent peut-être pas avec une hiérarchie importante, sans découpage, on va dire, vertical de leur travail. Leur direction, en général, n'a pas beaucoup d'effet, en tout cas symbolique, mais on va avoir plutôt une répartition horizontale des tâches, c'est-à-dire à chacun sa classe. Mais dans ce découpage, chaque enseignant dans sa cellule va avoir une très grande autonomie professionnelle. Il va à la fois concevoir, réaliser et évaluer son action. Dans d'autres organisations, les entreprises, ce sont des personnes différentes et des métiers différents qui conçoivent, réalisent et évaluent les actions. Dans l'enseignement, c'est particulier. Il y a donc une division cellulaire importante où l'unité, c'est la classe, on va dire, est à la fois dans les configurations réelles, dans les bâtiments et la manière dont ils sont construits, mais également dans la manière de concevoir l'enseignement. Et on l'a vu, je crois, enfin, moi, c'est une observation dans la pandémie, quand on a pensé la reprise, on a pensé en soit multiples ou parts de classe. On les divise, on va les répartir, on prend des demi-groupes, des groupes entiers. On n'a pas pensé une autre manière de diviser le temps et l'espace et les groupes élèves. Donc, un enseignant, un groupe élève pour une unité. Je l'appelle ici matière, excusez-moi, du terme. Mais voilà, il y a un contenu pendant 50 minutes à un groupe classe par un prof. Et on additionne ces unités et ça fait un parcours scolaire, ou à peu près. L'ortie, déjà, il y a un certain temps, on appelait ça, on a une organisation en boîte à eux, c'est-à-dire aussi une organisation où il y a très peu de contact, de feedback, d'interaction entre les acteurs. C'est ce que Wake appelle un système faiblement couplé. Donc, peu d'interaction et il n'y a rien qui est fait, j'ai envie de dire, c'est un élément d'étudier l'enseignement, le travail collaboratif. Il n'y a rien qui est fait pour collaborer. Il n'y a pas des heures qui sont mises, il n'y a pas des espaces qui sont prévus. Souvent, je dis aux enseignants, le seul moyen de communication, là, c'est le tuyau de chauffage entre les classes. À part ça, il n'y a pas grand-chose pour communiquer entre vous. Voilà, c'est cet élément de faiblement couplé et aussi une forme scolaire qui s'est imposée avec le temps, qui est un ensemble de conventions qui sépare d'une certaine manière les élèves, qui les distancie de sa famille, qui ordonne, qui met de l'ordre, qui met à l'ordre, qui met dans l'ordre, dira Vincent, et qui fait que ce n'est pas propice que c'est propice aux innovations, mais aux innovations très locales. Donc, on va avoir des innovations par des individus, par des collectifs ou des groupes d'individus dans des écoles, mais on va avoir comme ce que Prudhomme appelle des îlots de rationalité ou que Monica Gatter-Turler appelle des archipels, c'est-à-dire on va trouver des petites îles à gauche, à droite, avec beaucoup d'innovations, mais pas des réformes globales et de grande ampleur. Donc comment, voilà, ça c'est ma question, il y a énormément d'innovations dans les écoles, mais comment on peut les propager et faire adopter une posture qui va se généraliser. Ça, c'est vraiment le défi. Et donc, l'hypothèse, c'est que décollage, c'est une réforme, parce que c'est voulu par l'autorité, il y a une sorte de programme qui est mis là derrière, même si, en fait, cette réforme, elle vient plutôt proposer aux équipes enseignantes d'adhérer et d'adopter, de s'approprier des innovations et de
s'approprier des innovations, c'est-à-dire qu'il y a des nouveautés, par exemple une nouvelle manière de faire, un nouvel outil didactique, des pratiques qui paraissent nouvelles, en tout cas aux yeux des enseignants. Et l'idée, c'est les adapter et les remettre un peu à leur sauce dans leur milieu, contexte, en fonction du public qu'ils ont, en fonction des moyens qu'ils ont également. C'est là qu'on va voir l'appropriation. Ça mène sur l'idée de réforme et innovation. Donc, j'ai déjà dit que ce n'était pas évident. C'est un système qui est assez imperméable, surtout si on touche aux pratiques de classe. Donc, il y a énormément de réformes. Et on voit Vincent Duprier et Drelan, je montrais 30 ans de réformes en Belgique, notamment liées à la question des inégalités scolaires, du redoublement et de la relégation. Et ça ne bouge pas beaucoup. On va dire ça comme ça, malgré des réformes qui agissent soit sur l'organisation scolaire, soit sur les pratiques, soit sur le tronc commun ou sur le curriculum des élèves. Donc, c'est quelque chose qui est fortement documenté. Mais on peut regarder qu'il y a plusieurs types de réformes. Berman utilise forme adaptative ou programmée. Alors, adaptative, c'est plutôt une réforme qui est plutôt bottom-up et programmée, c'est plutôt une réforme qui est top-down, on pourra dire, donc avec une pression à la conformité importante. Royan Miller ont repris ces éléments-là et eux proposent au fait 3 types de réformes et c'est là que ça devient peut-être intéressant. On peut voir sur le tableau de droite. On peut voir des réformes qui sont plutôt procédurales. Et là, dans ces réformes, on va avoir très top-down, en fait, très descendante. Il va y avoir des orientations fortes, des standards qui vont être définis, une évaluation continue des actions avec une pression à la conformité à ces standards mis en place, avec un leadership pédagogique important et un accompagnement des équipes important. Par contre, il n'y a pas beaucoup de travail collaboratif, on donne peu d'autonomie aux équipes enseignantes. À l'inverse, on a des réformes plutôt culturelles, on a diffusé des principes, des valeurs et donné beaucoup d'autonomie aux équipes enseignantes. Alors, dans une réforme professionnelle, on est un peu à mi-chemin entre les deux. On donne des orientations, il y a une évaluation, mais qui est plutôt là dans une idée d'accompagnement. Il y a un leadership important, mais surtout au niveau local, parce qu'il y a un travail collaboratif particulièrement stimulé. Et on donne une autonomie aux équipes éducatives, mais celle-ci est limitée, en tout cas elle est balisée par un ensemble de principes ou de standards ou d'objectifs qui leur sont donnés, mais les moyens d'y arriver, en fait, ils sont plutôt libres. Donc dans Décollage, on est plutôt dans cette réforme professionnelle entre une pression qui est plutôt descendante et une autonomie et un mouvement qui est plutôt émergent. Mais il y a une différence quand même par rapport, souvent on réduit les réformes en top-down et bottom-up ou descendant-montant. Ici, j'attire l'attention, il y a une troisième voie de réforme. Si la première travaille beaucoup par une guidance, des standards, la conformité, l'autre, une stimulation à l'innovation plutôt culturelle, la troisième déplace un peu le curseur vers le local en donnant un pouvoir d'agir important à l'organisation scolaire, à l'établissement scolaire qui devient une sorte d'unité dans le système éducatif. Alors, avant, c'était plutôt, on va dire, un bâtiment, l'enseignant allait faire son travail, mais qui était moins, en tout cas, habité par l'activité enseignante collective, donc avec un travail collaboratif important. Et on va voir, selon qu'on est dans le procédural descendant, leadership plus fort, instructionnel. Dans le culturel, on aura plutôt un leadership transformationnel, c'est-à-dire qui amène les équipes à se mobiliser et plutôt à innover. Dans une réforme professionnelle, on cherche l'équilibre. Et donc, c'est aussi le défi, c'est de trouver cet équilibre, et notamment dans la réappropriation par les acteurs de cet esprit, de cette approche de travail, qui vont être retraduits par les différents acteurs intermédiaires et puis locaux. Donc, pour avoir une réforme professionnelle pensée par les pilotes, par un ministère ou par un réseau ou par une commission scolaire, si j'étais ici, ou une académie, si j'étais en France, commission scolaire si je suis au Québec, mais qui peut être appropriée par une direction qui va la rendre très
directive ou au contraire très transformationnelle avec énormément d'autonomie et inversement. Donc, chaque étage va jouer dans ce jeu. Alors, la perspective qui est prise, c'est de se dire que les innovations, on ne va pas parler de résistance. Hein. Souvent, quand on parle de réforme, les enseignants sont résistants, ils ne veulent pas changer, ils sont imperméables au changement. L'approche que l'on adopte, c'est une approche qui est plutôt institutionnelle et pragmatiste, et c'est de dire, ben non, les agents sont d'abord des acteurs, ils traduisent, ils donnent sens aux actions, ils les interprètent en fonction, pour leur donner un sens, mais sens que ça soit significatif, mais que ça donne aussi, oriente leur pratique. Donc, c'est à la fois pratique, c'est à la fois du sens, ça rejoint leurs idéologies, ça rejoint leur idéologie et leur manière de concevoir ce qui est un bon enseignement, c'est dans ce sens-là. C'est significatif parce que ça résonne par rapport à ce qu'ils connaissent déjà, et c'est significatif parce que ça donne sens, ça s'oriente leurs actions, donc c'est pratique en général. Et donc, on va plutôt parler de décalage que de résistance. Et quand les personnes résistent, entre guillemets, c'est peut-être qu'il y a une compréhension incorrecte ou en tout cas une mécompréhension des objectifs ou de ce qui est à réaliser. Il y a peut-être un décalage dans les valeurs, donc c'est peut-être intéressant d'en parler ou de les repréciser. La recherche montre aussi des décalages plutôt émotionnels ou affectifs, c'est-à-dire changer, il y a une prise de risque et il y a un besoin de rassurance, de sécurité affective importante. Et on a vu, nous, dans les écoles, tout le travail des directions, notamment dans ce travail à la fois cognitif, idéologique, émotionnel. Il y a aussi une idée plus institutionnelle, c'est-à-dire que dans un système éducatif, même si ces conventions, ces valeurs, ces normes sont exprimées, se manifestent au niveau des individus, elles sont collectives et institutionnelles dans le sens où elles sont partagées et elles sont instituées par le système. Donc, l'institution, il y a un certain nombre de conventions, de normes partagées qui régissent ce qui est acceptable ou pas, hein, bavarder. J'ai entendu une expression d'une enseignante à un certain moment lorsqu'on a introduit des maîtres spéciaux dans les classes pour assister des élèves, par exemple, avec certains troubles. Et puis elle disait, ça fait du bavardage. Parler en classe, c'est inacceptable. Comment accepter quelqu'un d'autre? C'est quelque chose qui vient un peu de là. Ce qui est conforme et non conforme, ce qui est convenable et ce qui est inconvenant, et ce, en fonction des groupes d'appartenance et des institutions dont on fait partie. Les auteurs, je vous ai mis, c'est une flopée d'auteurs qui se sont succédés, ont distingué plusieurs types de légitimité. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire pragmatique. Et comme certains l'ont dit tout à l'heure, les enseignants ils sont très attentifs à ce que la nouveauté, ce qu'on leur propose, ça marche. Que dans ma classe, je vois bien que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Une légitimité cognitive, c'est-à-dire je vais accepter ou pas, nous allons accepter quelque chose parce qu'on le comprend. Et donc, la recherche a cette force de dire, de donner de la légitimité cognitive aux pratiques parce qu'elles les éclairent, elles les décrivent, elles expliquent ce que ça fonctionne. Parfois, au niveau des enseignants, c'est plus difficile parce que la légitimité cognitive, la compréhension, la science, en tout cas, n'est pas une source de légitimité pour eux. En général. La légitimité morale, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver de valeurs, de bien pour l'élève, ce qu'on trouve de bien ou pas bien dans ce qu'on nous propose. Et enfin, réglementaire ou légal, c'est-à-dire si c'est apposé, si ça vient d'une autorité, si c'est dans les règlements, c'est légitime ou pas. Alors, tous ces éléments, pragmatiques, cognitifs, moraux, réglementaires ou légaux, vont être source de légitimité ou d'illégitimité. Et nous, ce qu'on a vu, j'avance, mais c'est qu'en général, les enseignantes sont un groupe social qui sont très sensibles au pragmatique et au moral, donc à des arguments moraux et pragmatiques. C'est pour le bien de l'élève, ça marche, ça fonctionne, c'est pratique, c'est efficace. Et oui. Oui, excuse-moi de t'interrompre, je suis vraiment désolé, mais je pense qu'il reste malheureusement 3 minutes pour la session dans son ensemble et j'ai peur qu'on soit éjecté comme je l'ai annoncé au début. Je vais finir.
J'ai donné mes données en même temps que j'exposais, excusez-moi du trouble. Ce qu'on a vu dans la recherche en suivant ce projet d'écolage, c'est qu'il y avait une légitimité affective qui venait un peu s'immiscer dans l'adoption, pas de pratiques de classe, et qui, en fonction que ces pratiques suscitaient des émotions positives ou négatives, touchaient l'identité professionnelle des enseignants. Ils s'y reconnaissaient comme profs. Par exemple, il y a une prof qui m'a dit « Oui, mais leur travail en atelier, je ne fais pas mon travail. Ils travaillent tout seuls, que vont dire les parents. Ce n'est pas mon métier de faire ça. Mon métier, c'est de contrôler, c'est de faire en sorte qu'ils travaillent. » Et puis des éléments qui ravivent la mémoire émotionnelle. Donc, cette hypothèse, elle s'est avérée. Je vais passer le recueil de données. Donc, c'est une analyse de cas de 2011 à 2018, à partir d'un ensemble de documents, de présentations, de colloques. Et on a regardé ce qui étaient les facteurs un peu saillants qui se pointaient tant au niveau interpersonnel, organisationnel et institutionnel. Alors, j'ai déjà parlé des différentes légitimités. Le politique ou les formateurs parlaient beaucoup en légitimation cognitive. Donc, les scientifiques parlaient, regardez, c'est prouvé. Les ministres parlaient plutôt, je vais plus vite, mais je caricature, mais regardez, c'est légal, vous ne pouvez pas faire redoubler les enfants. Mais ça n'avait aucun écho chez les enseignants qui étaient plutôt dans des réceptions, en tout cas dans leur réception, dans des idées plus pragmatiques, morales et affectives. Donc, j'avais fait une ligne du temps pour bien montrer aux différents niveaux ce qui avait fonctionné, au moins les différents facteurs qui ont joué. Je voudrais relever quand même le niveau méso, c'est-à-dire les intermédiaires, les formateurs, l'administration, les différents réseaux qui parfois changeaient complètement le discours ou coupaient le discours dans un jeu de concurrence, de blocage et de réappropriation. Et les différents jeux affectifs qui ont eu sur ce projet, notamment l'hyper-personnalisation du projet d'un côté et d'un autre, après plutôt une dépersonnalisation qui s'est réalisée due à la rotation des personnels, au changement de ministère, mais aussi ça se passe ça au niveau micro, changement de direction, changement d'enseignant important. Voilà, donc au tableau, j'ai rajouté, suite à cette analyse, un élément qui était d'un leadership incarné et partagé, donc distribué certes, parce que le leadership se fait à différents niveaux, même chez les enseignants. On a parlé tout à l'heure de participation et d'adoption participative, mais avec un risque qui est de désincarner le leadership, et c'est ce qui a un peu malencontreusement fonctionné dans ce projet. Ce projet maintenant est inclus dans le pacte pour un enseignement d'excellence et il joue à différents niveaux. Il a été un modèle, il a été une action pilote de ce pacte et il se retrouve dans la formation d'un côté, l'accompagnement des enseignants et j'ai envie de dire par exemple l'équipe de Namur qui est avec nous fait partie de ce jeu où on accompagne et on accompagne de près des équipes à innover, c'est-à-dire adopter des pratiques qu'on va dire efficaces et intéressantes. Avec le même défi, c'est comment après faire en sorte que ça se généralise. Merci de votre attention.